Bienvenue dans les podcasts de l'envie. Chaque épisode est une porte entrouverte sur une décision, un moment, un déclic, une action qui aura souvent été à l'origine de bien belles aventures. Ici, l'envie n'est pas un mot abstrait. C'est une force concrète, celle qui sépare ceux qui rêvent de ceux qui font. Alors, il y a des envies qui tiennent dans une bouchée de chocolat et puis il y a celles qui font 15 000 kilomètres. C'est le cas d'Arnaud, notre invité d'aujourd'hui, qui a fait un truc assez exceptionnel et que j'ai vraiment un grand plaisir à accueillir. Bonjour Arnaud. Salut Eric, bonjour à tout le monde. Lorsque l'on sait où l'envie t'a mené, tu avais une place toute réservée évidemment dans les podcasts de l'envie. Et puis avant de rentrer quand même, et pour faire une entorse un peu à cette tradition, je vais te demander de te présenter rapidement. C'est qui Arnaud? Ouais. En fait, je m'appelle Arnaud Négrier, j'ai 46 ans, je suis célibataire, je suis ingénieur en système mécatronique. C'est un mot un peu compliqué qui dit que du coup, en fait, on fait du développement en système électrique, électronique, en mécanique et puis comment on les fait marcher tous ensemble. Heu, à la base, je suis plutôt électronicien, j'ai fait un BTS et un bac en électronique. J'ai travaillé avant de reprendre mes études. Parce que en fait, j'ai fait plein de choses avant de découvrir, ce qui me convenait vraiment au niveau professionnel et ce qui m'a mené à reprendre mes études. Je suis passionné de technique, d'automobile. Je suis très curieux techniquement et je m'intéresse à plein de choses. Je suis sportif en règle générale et du coup, c'est vrai que je marche beaucoup à l'envie. C'est-à-dire que ma motivation première, ouais, c'est l'envie de faire les choses, en fait. Alors en 2019, parce que j'ai un petit peu vécu la chose, mais de loin, tu as eu, sans être un grand sportif, sans être un grand pro du vélo, tu t'es lancé dans un truc complètement dingue et je me rappelle quand tu m'en avais parlé au début, c'est traverser l'Europe en vélo solaire, seul, sans assistance. C'est un truc de fou, raconte-nous un peu comment ça s'est passé? En 2019, en fait, j'ai fait mes premiers voyages en vélo, pendant l'été. J'ai toujours fait un petit peu de vélo et assez intéressé par le respect de l'environnement, tout ça. Je me suis dit: «Bah, tiens, pour aller se promener, c'est quand même con d'aller prendre sa voiture» et puis, bah, je me suis dit: «Tiens, je vais m'acheter des sacoches, une tente, tout ça et puis je vais aller me promener en Europe». Donc j'ai fait, la Via Rona, je suis allé en Suisse, voilà, un peu dans les Alpes, tout ça. Et puis, ça, c'était pendant tout l'été 2019 et puis, ça devait être en septembre ou en octobre, j'ai un collègue de boulot qui me dit: «Ah bah, toi qui voyages en vélo et tout ça, est-ce que tu as entendu de parler de ça? C'est le Sun Trip, c'est des mecs qui font des grands voyages, avec des vélos solaires et ça pourrait t'intéresser, va voir». Et en fait, bah, le soir même, je suis allé voir et 2 jours après, j'étais inscrit, je crois. Et ce qui est dingue, c'est quoi ce principe? Parce que tu es inscrit, mais tu es inscrit à quoi? Bah, en fait, le Sun Trip, c'est une aventure solaire. C'est avec des vélos, c'est sans assistance, c'est un espèce de Vendée Globe, heu, à travers l'Europe avec des points de passage obligatoires. On est parti de Bruxelles, au pied du Parlement européen et du coup, on devait rejoindre, des checkpoints à Riga, à Constanza en Roumanie, au Stelvio en Italie, au Pico di Velletta en Espagne, à Porto et arriver à Lyon et du coup, bah, là, tu dessines un espèce de hexagone monstrueux à travers toute l'Europe et du coup, entre tous ces points de passage étaient obligatoires, mais entre tous ces points de passage, en fait, l'itinéraire est totalement libre. Tu te débrouilles comme tu veux. Tu as le droit de rouler entre 6 heures et 21 heures. Tu n'as pas le droit de recharger à la prise et sinon, bah, c'est de l'improvisation totale, tu vis ta vie, sur le parcours. Donc on avait des balises GPS à l'intérieur du vélo et puis, bah, on pouvait nous suivre en temps réel, comme tu as pu le faire, pendant la course, sur une application qui s'appelle GeoRacing et qui sert habituellement à faire du suivi de tour du monde à la voile ou de choses comme ça. Alors c'est un truc assez dingue, mais comment on passe à l'acte? Parce que entre ce que tu racontes là, ce qu'on lit sur un joli site internet et entre guillemets «quelques belles images», comment on transforme l'idée un peu folle en projet hyper concret? Parce que finalement tu as dû te préparer, tu as dû changer plein de choses. Comment ça se passe d'une manière concrète entre le moment où on a l'idée, l'envie et puis la réalité? La décision, elle s'est faite très rapidement parce que c'était déjà quelque chose que j'avais en moi et en tête et du coup, globalement, je travaillais déjà sur le sujet auparavant et en fait,
à essayer de faire des trucs avec des batteries, avec des panneaux solaires, avec tout un tas de trucs et du coup, cherchais en fait, un un moyen de mettre tout ça d'aplomb et là, j'entends parler de ça, je me dis: «Putain, mais c'est exactement ça que je veux faire, en fait». Parce que, bah, c'est exactement ce qui correspondait à ce que j'avais envie et je me suis dit: «Bah, tiens, là, il y a un écrin pour mettre tout ce que j'ai dans la tête et du coup, bah, je vais faire ça». Ça me permet de concrétiser, en fait, ce que j'avais en tête. Mais comment ça se passe pratiquement? Tu réserves, tu prends des jours de vacances, tu réserves, du temps chaque jour pour pouvoir faire ce projet, tu cherches des sponsors, enfin tu pas de vélo, tu en achètes un, enfin comment? Raconte-nous dans le détail un peu, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un ordre? Est-ce que tu t'es fait une checklist? Tu as «une méthode» entre guillemets? Alors, déjà, je me suis dit: «Bah, ouais, tiens, ça m'intéresse». OK. Le lendemain ou le surlendemain, je sais pas, j'avais un rendez-vous standard avec mon manager et du coup, je lui en parle et du coup, là, il se dit: «Ouais, ah bah, ouais, bah, c'est bien ton truc là» et du coup, je me mets d'accord, je dis: «Bah, tiens, je veux faire ça». Globalement, ben, je prends des congés, je prends mes congés d'été, je prends du congé sans solde à côté et du coup, je veux faire ça. Bon, bah, écoute, ouais, Arnaud, pas de problème, bah, tu qu'à faire. Et du coup, bah, déjà ça, c'était un truc où je me dis: «Bah, déjà, j'ai la possibilité de le faire, j'ai l'envie» et puis, bah, là, je me dis: «Bah, maintenant, il faut mettre un petit peu tout ça d'aplomb» donc bah, je me dis: «Tiens, j'ai un petit peu d'économie, mais tiens, j'ai un bon salaire quand même» donc je fais un emprunt et puis je me dis: «Bah, là, déjà, tu as la base». Je construis mon budget et tout ça et puis, bah, là, je me lance. Je regarde un petit peu ce qui se fait en termes de vélo et puis, bah, je trouve le vélo au mois de décembre. Je l'achète, je le commande en janvier, voilà et là, bah, c'est parti. J'ai été inscrit à l'épreuve, on a une première réunion d'information au mois de janvier, donc là, c'est janvier 2020 et puis, ben, on entendait parler d'un truc qui s'appelle le covid et là, tu te dis: «Bah, ouais, oh mais normalement, ça doit aller, ça va partir, on va partir au mois de juin, là, au mois de janvier, ça va se calmer». Et puis, bah, là, mars arrive et là, patatras, la France à l'arrêt, le monde à l'arrêt et puis, bah, du coup, l'événement reporté. Au départ, on devait partir en Chine et puis finalement, ça s'est fait qu'on a fait un tour d'Europe à la place. Mais ouais et du coup, bah, là, quand tu dis: «Bah, tiens, j'ai commencé, bah, je continue» et tu mets petit à petit tous les bouts de trucs ensemble. T'en parles autour de toi, il y a des gens qui te suivent, il y a des coups de main et puis, bah, tu avances. En te disant: «Bah, tiens, voilà, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, nin nin», un planning, en fait, un planning de suivi de projet et puis, bah, tu dis: «Pour faire ça, j'ai besoin de ça, pour faire ça, j'ai besoin de ça. Bah, tiens, qu'est-ce qu'il faut, comment je peux trouver ça et comment je peux trouver ça au fur et à mesure?» Et tu t'entraînes physiquement? Tu t'entraînes, mentalement? Ouais. Comment tu pré au-delà de la technique, comment entre guillemets, «tu t'entraînes personnellement»? Ouais. Bah, déjà, je faisais du vélo tous les jours, pour me déplacer et puis, bah, là aussi pour voyager aussi et puis, bah, là, pendant le covid et bah, du coup, on avait droit à notre kilomètre et tout ça, donc j'allais courir et puis faire du vélo. J'ai reçu mon vélo, quand on était confinés et du coup, bah, j'attendais qu'une chose, c'est qu'on puisse aller un petit peu plus loin qu'on avait droit, donc j'allais faire mes courses avec le nouveau vélo, pour le tester et puis, bah, au fur et à mesure, voilà, quand on eut un petit peu plus de liberté, bah, je suis allé plus loin. Donc j'ai fait un périple de 6 jours et 900 kilomètres dans un premier temps, juste sur la base du vélo sans qu'il soit électrique et puis, bah, voilà, je me suis dit: «Bah, ouais, c'est bien, c'est ça qu'il faut, ça va bien pour voyager» et puis, ben, maintenant on avance. Est-ce que, il y a une préparation, physique avec un Toubib ou avec, la médecine pour, faire ce genre de choses? Faut être en bonne santé déjà, heu, après tu vas rire mais c'est rigolo, c'est que du coup, moi je suis allergique, du coup enfin j'ai un allergologue qui me suit, donc je vais chez mon allergologue. Et l'allergologue, en fait, il se trouve que mon allergologue, il était conseiller municipal et lui, du coup, il me dit: «Bah, tiens, ouais, tiens, bah, je lui raconte ce que je fais et puis il me dit: «Ah, bah, tiens, c'est marrant, faut que tu présentes ça à la mairie parce que du coup, on va te donner un coup de main». Ah, je dis: «Bah, c'est chouette» et puis, bah, du coup, je vais voir le maire, le conseiller au sport et puis là, il me dit: «Ah ouais, c'est bien ton truc, on va te filer un coup de main» et il me dit: «Bah, tiens, il y a un mec là, il nous avait présenté un truc, c'est Vincent Loga, du coup, il nous a présenté un truc il y a pas très longtemps, lui, il voulait aller au pôle Nord avec son vélo».
Donc rapproche-toi de lui, il fallait qu'il monte une association, tout ça, bah, rapproche-toi de lui, peut-être qu'il a monté son association et puis, bah, du coup, on peut vous aider tous les 2 pour monter ton projet. Et puis, bah, du coup, voilà, c'est des rencontres, c'est tout un tas de choses. La mairie m'a aidé, Vincent m'a aidé, on a monté l'association ensemble pour pouvoir avoir des fonds et puis, bah, voilà. Ça prend combien de temps de préparer, un événement comme ça? Au-delà du covid évidemment, j'ai bien compris que le covid avait tout déstabilisé, mais, heu, c'est quoi? C'est 6 mois? C'est 1 an? C'est Alors au départ, quand je me suis inscrit, il y avait 9 mois. Finalement, avec le covid, ça a fait 18 mois. Bah, 18 mois, c'était à peu près le bon timing, en fait. alors après, une fois que tu as tout préparé, une fois que c'est à peu près tout prêt, le départ arrive, comment tu vis le 1er coup de pédale? Comment ça se passe? Vous partez tous ensemble? Chacun part de son côté? Tu connais d'ailleurs, les gens qui courent avec toi? Combien vous êtes et comment ça se passe au niveau des gens qui participent aussi? Parce que finalement, vous êtes en compète, mais sans vraiment être en compète, là. C'est un espèce de gros challenge complètement dingue, votre truc, mais est-ce que la première ou la deuxième place, c'est important? Alors, heu, les gens, je les avais rencontrés déjà au premier événement, en fait, de présentation d'aventure. Il y en avait certains que c'était déjà ça faisait déjà plusieurs participations qu'ils faisaient. Donc moi, j'avais déjà regardé aussi des vidéos, sur l'aventure, tout ça, quelles étaient leurs problématiques, tout ça, échangé avec eux aussi et puis, on a, on a sympathisé un petit peu. Après, on s'est revus parce qu'ils avaient fait un départ avec un prologue qui partait de Lyon. Donc moi, j'étais allé les voir au départ du prologue et puis ils avaient fait une espèce de, pas un pèlerinage, mais du coup, ils partaient de Lyon et puis ils allaient jusqu'à Bruxelles en 15 jours, en visitant un petit peu la France, on va dire. Et moi, j'ai pas participé au prologue et du coup, je suis parti, juste avant le départ, pour les rejoindre à Bruxelles. Et après, bah, quand on était à Bruxelles, on s'est rejoint sur un point de rassemblement un peu à l'extérieur de Bruxelles. On a fait un espèce de défilé, dans Bruxelles, du Parlement européen, tout ça, un petit peu la tournée, des monuments et on avait, des gens qui étaient avec nous, qui faisaient du vélo, voilà, qui nous accompagnaient un petit peu sur un espèce de pré-départ et à un moment, ben, on s'est tous rejoints sur une place et puis, bah, hop, le départ était lancé. Et là, du coup, on était 38 sur la ligne de départ et on est tous partis ensemble, mais du coup, après, c'est chacun trace sa route. Évidemment, si tu croises quelqu'un au bord de la route, qui est en panne, bah, tu t'arrêtes, mais après, c'est chacun mène son petit bonhomme chacun fait son petit bonhomme de chemin. Il y avait aucun, on dirait format de timing. C'est-à-dire que tu allais où tu veux. Si je résume, tu as un vélo, une balise GPS, 5 points GPS que tu dois taper pour faire 15 000 kilomètres et revenir au départ. C'est ça, si je résume? Ouais, c'est absolument ça, ouais. Ouais, c'est que on est parti de Bruxelles, fallait aller à Riga, le prochain de lieu de le prochain checkpoint était à Riga. Donc il y en a qui sont partis, plus au nord, plus à l'est, il y en a qui ont pris le bateau pour traverser par la Scandinavie et puis, ben, on s'est trouvé à Riga, au point de rendez-vous là-bas et en fait, quand je suis arrivé à Riga, le premier, ça faisait déjà une semaine qui était passée et quand je suis arrivé là-bas, on était 5, 6 concurrents ensemble et moi, ça faisait, 15 jours que j'avais vu personne de la course, en fait. Alors justement, quand tu es tout seul comme ça, qu'est-ce que tu retiens de cette solitude? C'est pas difficile finalement? C'est à la fois une épreuve, de groupe, mais une épreuve face à toi-même finalement, parce que tu es toujours seul. Comment on vit cette chose-là? Est-ce qu'on s'y prépare peut-être pas? Comment on fait? Bah, c'est assez bizarre. C'est que, on va dire que globalement, quand tu fais du vélo, que tu sois, seul ou en groupe, de toute façon, c'est quand même toi et ton vélo qui avancent. Ça, c'est une chose. Après, quand tu fais du vélo seul ou à 2, on va dire si tu voyages à 2 à vélo, tu es toujours 2 ou tu es toujours une équipe. Ce qu'il y a, c'est que du coup, tu peux compter les uns sur les autres. Cependant, je trouve que quand tu es 2, une équipe et que tu rencontres d'autres gens, c'est un petit peu un frein parce que tu es toujours 2 contre à rencontrer d'autres gens ou une équipe à rencontrer d'autres gens. Alors que quand tu es tout seul, toi, ton vélo et puis tu te retrouves un peu au milieu de nulle part, bah, du coup, bah, ça facilite beaucoup la conversation avec d'autres gens et globalement, mon vélo, tu le connais, tu l'as déjà vu
et c'est un truc qui attire l'œil et à partir du moment où je m'arrêtais, j'étais jamais tout seul parce qu'il y avait toujours plein de monde qui s'arrêtait pour discuter, pour savoir ce que je faisais là et tout ça. Alors oui, effectivement, je l'ai vu et pour préciser pour ceux qui nous écoutent, le vélo d'Arnaud, c'est un espèce d'obus, qui est à peu près à 50 ou 60 centimètres du sol. Il est couché dans son vélo et il pédale comme ça et voilà, c'est ça un peu son et au-dessus de lui, bien évidemment, il a des panneaux solaires. Donc c'était juste pour préciser un peu comment était ton vélo. J'imagine que dans tout ce que tu as fait, il y a eu quand même il y a eu des très belles choses, il y a eu des très belles rencontres, il y a eu des galères aussi. Tu peux nous en donner un peu de détails sur ces choses, sur cette façon, de vivre humainement avec, un environnement qui est compliqué? Ouais, c'est marrant, c'est que, heu, quelle que soit la situation, il y a toujours des ressources en fait, pour t'aider en fait. Que ça soit des gens qui sont là sur la route, que ça soit aussi des gens de ton entourage. J'ai appelé ma sœur, j'ai appelé mon beau-frère, des fois j'avais besoin de pneus, des fois j'avais besoin d'autres choses. Ils m'ont aidé, ils m'ont envoyé des pièces, tout ça. Heu, il y a eu des moments où j'étais au milieu de nulle part, il me fallait des pneus, j'ai appelé le fabricant du vélo, j'ai appelé tout un tas de choses. Ouais, c'est et puis, bah, c'est vrai que quand tu es avec ce vélo-là et puis au milieu de nulle part, il dit: «Mais tu viens d'où?» Tu dis: «Bah, je suis français» et là, le mec, il te regarde avec des yeux comme des soucoupes volantes. Tu es en Ukraine ou en Roumanie, il dit: «Mais tu es venu avec ça?» «Ouais, ouais». «Ah ouais et tu fais quoi?» «Bah, je participe à une course et tout machin». «Ah bah, c'est cool et tout, tu as besoin d'aide?» Je lui dis: «Bah, ouais, tiens, ce soir, je sais pas où je vais dormir, tu pas un hôtel ou quelque part?» «Ah bah si, tiens, attends, je vais t'amener» ou tout ça, «Je vais réserver, je vais t'aider» parce que les mecs, ils parlent pas français là-bas ou ils parlent pas anglais. Donc non, non, c'est toujours un super échange, en fait, c'est une vraie aventure humaine, Tu es tout seul avec ton vélo, mais je veux dire après tu jamais seul nulle part, en fait. Est-ce que tu peux nous partager quelques histoires, rapides qui résument un peu ton voyage, en ayant rencontré des je sais pas, des gens, des paysages, des situations ou des choses comme ça? Alors, heu, je dirais déjà, le mec qui parle mal, c'est que pendant qu'on faisait la tournée, avec tous les participants, dans Bruxelles, heu, on traverse les voies du tramway, enfin il y a des pavés, tout ça à Bruxelles, on traverse les voies du tramway et là ma roue avant, elle tape dans les rails du tramway et là, boum, je fais une hernie à mon pneu. Et du coup, j'ai passé les 3 jours d'après à chercher des pneus et en fait, ça va être un petit peu, le fil conducteur de toute mon aventure, c'est les pneus. J'ai pas arrêté de chercher des pneus en permanence. Mais il y avait un défaut sur le vélo ou comment ça se fait? Ben, en fait, c'est un vélo à 3 roues. Et en fait, bah, quand tu as un vélo à 2 roues, avec des roues qui sont l'une devant l'une derrière l'autre, en fait, bah, tu vois un trou sur la route, bah, tu vas l'éviter. Quand tu as un vélo à 3 roues, bah, globalement, tu vois un trou sur la route, tu as 3 roues, tu 3 chances de taper dedans. Donc c'est assez sensible par rapport à ça. Tu sais jamais trop où sont tes roues et globalement, assez souvent, tu prends les trous. Et assez souvent, tu roules sur des routes qui sont absolument pas adaptées, à ce vélo-là. En fait, tu découvres. Là, aujourd'hui, quand je roule autour de Lyon, tu passes une fois sur une route, tu dis: «Bah, ah, c'est pas adapté, je vais en prendre une autre». Là, il y a un moment où tu es sur la route, tu connais pas la route et bah, la route, elle est pourrie, bah, tu sais pas, bah, tu continues. Tu verras bien comment c'est après. C'est quoi la plus belle aventure que tu as vécue? C'est un peu con comme question, mais je pense que c'est important pour tout le monde de montrer. Est-ce que c'était une rencontre, humaine? Est-ce que c'était une rencontre avec la nature? Est-ce que c'était avec un animal? Est-ce que c'était il y a un truc qui ressort vraiment en disant: «Waouh, ça c'est mon souvenir de ma course». C'est trop étroit comme question, j'imagine. Il y a tellement de souvenirs. Ouais. Un truc super bien où vraiment j'ai cru que j'étais au fond du trou, c'est que, bon, je monte au Pico Veleta à Grenade. En descendant du col, j'arrive à 2 kilomètres de l'hôtel et là, bim, je sais pas, il y a un truc qui casse et tout ça. Je regarde derrière, en fait, c'est mon support d'amortisseur qui avait cassé, c'est une pièce en carbone. Donc là, je suis à Grenade, je suis bloqué à Grenade, là de je rentre à l'hôtel en poussant le vélo et là, du coup, je passe 3 jours à Grenade en essayant de réparer mon vélo. Bon, je fais un peu le tour des magasins, tout ça, je m'équipe, je vais acheter de la colle, des machins, des trucs. Je repars de Grenade et là, je fais 150 bornes, 1er soir.
je refais 200 bornes après le lendemain et là, tout repète et là, je suis encore plus loin de Grenade. Je suis au milieu de la pampa en Espagne. Je m'arrête dans un hôtel et là, je vois au calendrier dans l'hôtel, je fais: «Ah tiens, il y avait un tracteur» et là, je lui dis: «Ah tiens, machin, le tracteur là, c'est qui?» Il me dit: «Ah bah, c'est le concessionnaire là, machin». Heu, je lui dis: «Ah, il a des moyens pour» «Ah ouais», il me fait: «Il est super bien, il sait tout faire». Donc je vais chez le marchand de tracteurs et là, je vois le mécano et du coup, il m'a fabriqué un truc pour remplacer mon amortisseur, toutes les fixations qui avaient pété et tout ça. Donc on a remplacé l'amortisseur par un truc soudé rigide et du coup, j'ai fini mon aventure comme ça. Donc j'ai fait les 5000 derniers kilomètres avec plus suspension à l'arrière, un truc rigide, voilà. Et ça, c'était vraiment bien parce que je savais pas du tout comment j'allais finir. C'est vraiment à ce moment-là où j'ai vraiment pensé à abandonner parce que il y avait plus de solution. Enfin voilà, le vélo était cassé. Mais il y a un moment où c'était plus compliqué d'abandonner et de trouver comment revenir en France avec le vélo que de trouver une solution pour réparer le vélo. Justement, tu parles d'abandon. Est-ce que, au-delà de ce que tu viens de nous raconter, il y a des moments où tu t'es dit: «Non, mais là, c'est bon, j'ai mis le curseur trop loin, je rentre, j'en peux plus, quoi»? Alors, il y a eu 2 moments, quand j'étais au Stelvio, j'avais 2 solutions au sommet du Stelvio. C'est soit je redescendais du même côté, puis je passais par les plaines italiennes, soit je traversais les Alpes. Et là, je me suis dit: «Si tu traverses les Alpes, tu vas te retrouver à» j'allais passer à peut-être, 50-60 bornes de la maison et là, je me suis dit: «Non, mais là, si tu passes à côté de la maison, tu arrêtes à la maison, jamais tu repars. Tu t'assois dans le canapé, tu repars pas». Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis passé par les plaines de l'Italie, je suis passé par Monaco et le plus loin possible de Lyon, en fait, parce qu'il fallait encore que j'aille en Espagne ou au Portugal. Donc là, voilà, c'est une première chose. Donc là, c'était une stratégie qui a été payante parce que du coup, je suis pas arrêté à Lyon et puis je suis pas resté dans mon canapé. J'ai fini la course. Quand on revient quand même au final de tout ça, quand on revient, on va dire à la vie normale, comment ça se passe après une telle aventure? On n'est pas un peu paumé? C'est comme si, quelqu'un qui traverse l'Atlantique, tu avais le mal de mer et puis, comment on revient dans la vraie vie? Ouais, le retour, il était très dur en arrivant à la maison. Bon après, il y a un truc qui était cool, c'est que du coup, j'ai plein d'amis, la famille, tout ça, qui sont venus m'accueillir, sur la place Bellecour quand on est arrivé. Donc à l'arrivée, c'est bien, il y avait du monde. Puis j'ai un copain qui m'a accompagné jusqu'à la maison après à vélo. Et puis, bah, une fois que je suis arrivé là, bon, super fatigué et tout ça, bah, le lendemain, tu te lèves et puis, bah, là, tu es sur ton canapé, tu dis: «Putain, je vais faire quoi?» Parce que c'est vrai que là, pendant 2 mois et demi, en fait, ma vie, c'était, bah, tu prends le vélo, tu te lèves, tu manges, tu fais du vélo, tu manges, tu fais du vélo, tu manges, tu fais du vélo, tu vas te coucher. Enfin, tu cherches un endroit pour dormir et tout ça et tu te couches et là, ben, voilà, tu es sur ton canapé, tu sais plus trop quoi faire et puis, ça a été dur aussi, c'est que en gros, pendant tout le périple, là, j'étais habitué à bouffer, 6 000 calories par jour et puis, bah, là, tu es sur ton canapé et tu as faim, tu as faim, tu as faim tout le temps et tu manges du sucre et tout ça parce que je faisais que ça, en fait, je faisais que manger du sucre, tout le temps et là, bah, ça a été dur, ouais, et après, bah, tu te remets il a fallu que je me soigne aussi parce que, bah, je suis allé voir mon ostéo. Je suis resté un peu 3 semaines bloqué du dos parce que les, heu, les presque un mois de vélo, sur les pavés portugais et tout ça, sans suspension à l'arrière, ça m'a explosé le dos et du coup, bah, je suis revenu avec le dos bloqué, ouais, meurtri au corps, un peu à l'âme, on va dire, parce que du coup, ouais, un espèce de spleen, en fait, parce que du coup, ouais, un désœuvrage, tu sais pas ce que tu vas faire. Bon, après, je me suis mis un petit peu d'aplomb et puis surtout, je suis revenu, sans un rond. J'avais passé tout mon argent avec, beaucoup de découverts et tout ça. Bon, j'ai eu un petit coup de main, pour me mettre un petit peu d'aplomb et puis, bah, 2 mois après mon retour, j'avais repris un boulot. Et quand on reprend un boulot comme ça, on a envie de repartir, faire un trip? Tu le referais ce trip ou pas? Je me suis posé plusieurs fois la question, je ferais bien un truc différent, en fait. Le refaire le même, ouais, je l'ai fait, je sais quoi faire, il y a moins la nouveauté, en fait et c'est surtout que
Là, se remettre dedans, je sais exactement ce qui m'attend et je me dis: «Putain, c'est dur, quoi». Mais tu as envie de te refaire quelque chose avec, le vélo, le solaire ou carrément rien du tout? C'est toujours sportif ce que tu veux faire éventuellement ou pas? Ouais, toujours de l'aventure, sportif peut-être un peu moins sportif, mais du coup plus loin, en fait. Je rêve de faire un tour du monde un peu dans la même configuration, c'est-à-dire en autonomie énergie, tout ça et d'avancer au gré, du soleil, ouais. C'est-à-dire de toujours être, un peu sur un aspect écologique, voilà, économe en énergie, tout ça et puis, bah, de faire avec les éléments, en fait. Quels sont aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent et même pour toi, pour un autre projet, quels sont les freins pour toi qui «tuent l'envie» entre guillemets dans ce type de projet? Des fois, je prends longtemps, enfin, ça, c'est mon caractère et je suis comme ça. Je mets assez longtemps à me décider. Par contre, quand je suis décidé, je fonce, en fait et du coup, je m'en écarte pas. Le frein pour moi, c'est la dispersion. C'est d'essayer de faire plein de choses en même temps et de pas être concentré. Je suis un peu, fermé dans mon truc, c'est-à-dire que si je fais quelque chose, faut vraiment que je sois à 100 à ce que je suis en train de faire et puis du coup, bah, là, j'ai un objectif, c'est ça et je m'occupe plus de rien d'autre et boum, j'avance, quoi. Et c'est vrai que tant que c'est pas fini après, bah, je lâche pas et c'est un peu ça en fait, tu me donnes un os à ronger ou quelque chose à trouver et puis, bah, du coup, c'est obsessionnel en fait, faut que je trouve. Donc là, tant que c'était pas fini, j'ai gardé cette espèce de d'envie et de moteur en fait qui m'ont permis d'avancer en fait. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a perdu l'envie? Que tu te vois, il est en train de monter, mais il a plus envie ou alors il la cherche. Avec l'expérience que tu as, avec, ce que tu as vécu, tu as certainement des choses à nous donner, des petites clés, pour, retrouver l'envie ou en tout cas, pour faire en sorte qu'elle renaisse? Moi, je suis un peu totalitaire, mais si t'as pas envie, change de voie en fait. Si t'as pas envie, c'est que ça te convient pas en fait ce que tu es en train de faire. Donc voilà, pour moi, si t'as pas envie, faut changer de voie et par contre, si tu cherches ton envie, c'est si tu cherches, bah, pour moi, c'est que tu en as pas vraiment, en fait. Si tu la cherches, enfin, c'est qu'il y a rien que va voir des choses, intéresse-toi à plein de trucs, en fait et du coup, il y a forcément quelque chose, où tu vas faire: «Ah putain, ça, j'aimerais bien faire». Parce que faut discuter avec des gens, faut rencontrer des gens, enfin, globalement, c'est un truc qui te tombe sur le coin de la tronche comme ça, où tu vas dire: «Bah, tiens, ah ça je ferais bien». Bah, du coup, si tu dis: «Bah, ça je ferais bien», bah, vas-y, suis-le à fond, donne-toi les moyens pour faire ce que tu as envie et du coup, qu'est-ce que tu as à perdre, en fait? C'est all in. C'est que, ben, tu dis: «Bah, tiens, moi j'aimerais bien faire ça», je sais pas, j'ai des gens autour de moi, ils se sont dit: «Bah, tiens, tiens, je fais ça comme boulot, mais je sais pas, j'aimerais bien faire de la pâtisserie». Et bah, tu sais quoi? Ils ont changé de boulot, ils font de la pâtisserie aujourd'hui. Et à un moment, c'est que si tu as envie de faire ça, qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Et pourquoi ça marcherait pas? Donc, dis-toi: «Bah, tiens, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est ça» et bah, arrête tout ce que tu es en train de faire, fais ce que tu as envie de faire et donne-toi les moyens. Et par contre, tu fais c'est dur de faire les trucs en dilettante, tu dis pas: «Tiens, ouais, mais je fais ça, mais j'aimerais bien faire ça et tout ça». Non, si si tu fais ça, s tu retrouves aucun plaisir et que tu as pas envie, bah, du coup, change de vie. Fais autre chose et donne-toi les moyens de faire, de faire ce qui semble être un accomplissement pour toi, en fait. Ah, si je résume, mais c'est un peu une question, pas piège, mais pas facile. Si tu devais donner ta propre définition de l'envie, c'est quoi? Alors pour moi, c'est le moteur de la vie, en fait. C'est que c'est un sentiment qui t'aide à gravir des montagnes et à te transcender. C'est pour moi, sans envie, tu fais rien, en fait. Donc il faut suivre, il faut suivre sa propre voie et chaque envie est personnelle, en fait. Mais si tu te retrouves pas dans ce que tu fais, bah, change, fais autre chose. Non, mais en tout cas, merci Arnaud pour cette belle histoire qui nous rappelle finalement que l'envie, c'est un peu une source intarissable de beaux projets parce qu'effectivement, on a plein d'envies. Si je comprends bien, c'est, chacun a sa propre envie, chacun a ses «moteurs» entre guillemets.
Et puis je pense que les gens qui vont nous écouter, ça va peut-être donner des idées à plein de gens. Est-ce que tu as un truc à rajouter? Ouais, j'ai juste un truc en fait, c'est que, quelle que soit la situation où on peut être et quel que soit ce qu'on va faire à un moment donné, dans tous les cas, on en ressort grandi. Que ça soit une réussite, un échec, on va faire autre chose, on va apprendre plein de nouvelles choses et tout ça, c'est valorisable par la suite. Si tu dis: «Je sais pas, et à un moment je faisais ça, j'ai tout arrêté pour faire autre chose», et bah, de toute façon, tout ce que tu auras appris, tout ce que tu auras accompli dans cette nouvelle aventure, bah, du coup, cette aventure te servira à en construire des nouvelles après. Il y a jamais rien de perdu. Bon, bah, écoute, il nous reste plus qu'à écrire, plein de chapitres alors puisque tout est lié. C'est-à-dire, en gros, si on a lu, un certain nombre de chapitres, on n'a pas fini le bouquin, mais par contre, on se rappelle de ce qu'on a lu. Tu as une idée déjà de ton prochain défi ou c'est un peu secret ou tu sais pas encore ou tu es pas calé ou? Il y a plein de choses, mais j'ai pas encore trouvé la chose, en fait. Comment tout s'imbrique. Il y a plein de petites choses et puis il faut trouver comment ça va s'imbriquer. C'est un peu comme là, c'est que j'avais plein d'idées et on m'a donné une idée, je me suis dit: «Putain, ouais, c'est ça», et là, voilà, je suis à la recherche de peut-être la personne qui me dira: «Ah bah tiens, pourquoi tu ferais pas ça?» «Ah ouais, bah ouais, tiens, c'est exactement ce que je cherchais». C'est pour ça que comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est si tu as pas encore trouvé, bah, continue de chercher et il y a un moment, ça va arriver, tu vas dire: «Ah ouais, c'est ça qu'il faut, enfin, c'est ça que j'ai envie de faire». OK, bah, écoute, en tout cas, merci beaucoup Arnaud. Bon courage pour la suite, de tes aventures Merci. et puis, peut-être un jour tu feras une BD. En tout cas, tiens-nous au courant de tous tes défis parce que moi, je suis assez friand de justement ce que l'envie peut pousser, à faire. Donc, tiens-nous au courant. Avec grand plaisir. Bon, à très bientôt Arnaud, merci. À bientôt. Ce que vous venez d'entendre n'est pas une success story. C'est juste la voix de quelqu'un qui a activé une envie profonde, en l'occurrence la sienne. Et vous, elle dit quoi la vôtre en ce moment? Écoutez-la, laissez-la parler. Et souvenez-vous bien que l'envie est à la vie ce que la noisette est pour l'écureuil. Une réserve d'énergie, de plaisir, parfois même de survie. Alors ne laissez personne appuyer sur le bouton play de vos envies à votre place. Sauf peut-être pour écouter un prochain épisode des podcasts de l'envie.